Est-ce dans ce monde où nous voulons vivre? Et si on vous donnait la clé d'un monde où vous pourriez vivre en toute sécurité, où vous auriez plus de temps et plus d'argent pour en profiter? Le 31 décembre 2021, révolutionnez votre vie. On a fait une interview de préparation avec le docteur et tout. Moi, j'étais tout excité du genre, ok, je vais faire comment, je prépare comment et tout. Mais bon, on a essayé de faire et voilà, il est là. Donc voilà, pour ça, merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est qu'il maîtrise. Donc, voilà. Comme on dit Khan, moi je ne suis pas le modérateur. Je voulais juste rebondir sur ce qu'il a dit. Il a parlé de networking. Et il ne l'a pas dit en français parce qu'en français, il signifie seulement réseau. Or, en anglais, il est explicite networking, c'est-à-dire un réseau qui travaille. Et maintenant, dans ce réseau qui travaille, ce n'est pas seulement le seul fruit de Jérôme ou quoi que ce soit. Je voudrais profiter pour dire merci à tous les anciens leaders du challenge qui sont ici présents, qui sont venus réserver un accueil très chaleureux à notre frère. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on peut aller de l'avant. Vous revoyez tous qu'aujourd'hui, et dès cet instant, et depuis hier soir d'ailleurs, le Business Social Forum du Challenge camerounais est en train de renaître de ses cendres, et c'est à cause de vous, et c'est vous les responsables, et c'est vous qui allez encore décider du devenir de ce Business Social, Forum. Donc, pour qu'il nous aide davantage à être réseautés, à mieux nous connaître. Et au sorti donc, de ce Business Social Forum d'aujourd'hui, donc vers 20h à 21h, pour ceux qui le voudront, et certainement beaucoup plus les exposants, parce qu'il y a beaucoup de choses qui les relient, et on a essayé de voir qu'ils sont, c'est-à-dire qu'autour d'une même plateforme commune, ils peuvent faire quelque chose de formidable. Et le docteur Séverin Keuse ici, n'est-ce pas, a lancé le ballon, et nous devons le ressaisir, comment on dirait souvent, Au bon. Voilà, au bon. Donc, comme je dis, pour couper court, et je m'arrête là, parce que l'après-midi sera long, que vraiment que nous saisissions cette occasion pour redonner, n'est-ce pas, à notre réseautage quelque chose de neuf. D'ailleurs, on a toujours cessé de le dire, ex-Cameroun, semper aliki novi. C'est-à-dire que du Cameroun doit toujours rejaillir quelque chose de nouveau. Le Cameroun doit toujours surprendre le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup aussi. Vous savez, durant l'organisation du Business Forum, on a voulu y ajouter une note un peu panafricaniste en fait. Vous voyez, il y a nos frères du Mali qui sont là. J'applaudis encore parce que, voilà, hier on avait déjà notre frère du Burkina qui était là, Larbana Dieba, qui a fait une très belle présentation sur le potentiel de l'Afrique et tout. Et c'est ce genre de choses en fait qu'on veut avoir. On veut être beaucoup plus ensemble, on veut faire beaucoup de choses ensemble. Donc sur ce, j'applaudis vraiment d'avoir... Donc voilà, comme le docteur Séverin Keuse est là, il a parlé de beaucoup de choses intéressantes. J'espère que chacun a pu faire ses notes. Moi j'ai fait mes notes, je lève, hein, on va causer après. J'espère que chacun a pu faire ses notes. C'était vraiment beaucoup de choses intéressantes et pour ça merci beaucoup. Mais je m'imagine en fait que vous avez aussi des questions. Donc voilà, là c'est le moment en fait de passer aux questions. On va les prendre. On va prendre quelques-unes, on ne va pas prendre toutes parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Donc on va prendre quand même quelques-unes. Donc du coup en fait, pour ceux qui veulent, vous levez la main, je vais vous donner la parole, vous prenez la parole, vous vous présentez et puis vous pouvez poser vos questions au docteur Séverin Keuse. Merci beaucoup. Donc là, j'ai vu le premier déjà là, et puis je reviens avec vous, madame. D'accord, merci. Déjà, merci. Oui, je disais ceci, jusqu'à présent, j'étais souvent confronté avec les API, les applications. Et aujourd'hui, c'est la première fois en fait, que j'ai pu entendre parler de super app et tout son potentiel. Du coup, ma question qui rebondit au niveau de ces super apps, jusqu'à quel niveau est-ce que vous pouvez digitaliser les solutions? Est-ce qu'il y a des limites de digitalisation des solutions dans le sens où digitaliser une ville, vous avez parlé de la smart home, vous avez parlé aussi Smart City. De la Smart City, autant pour moi. Ouais. Smart Gov aussi. Justement, au niveau de la santé, est-ce que vous avez une vision pour la santé? Parce que là, je travaille dessus et je voudrais savoir un peu votre vision au niveau de la santé. Merci. Oui, en effet,
en matière de digitalisation, je dirais, en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est notre imagination et c'est le temps. Le temps, ça prend du temps. Ça prendra du temps. Le monde se digitalise et va se digitaliser de plus en plus. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Vous avez vu, l'ère du pétrole a duré 200 ans. OK, la machine à vapeur, etc. est passée. Donc, vous avez l'ère du digital. On y rentre maintenant. C'est maintenant qu'on parle de digitalisation. Je ne parle pas d'information. C'est passé en informatique, etc. On parle de l'ère du digital. On est parti dans les 30, 40, 50 prochaines années. Donc, nos enfants, nos petits-enfants vont voir tout cela se faire. Mais nous sommes à l'aube. Donc, on initie ces choses actuellement. Donc, la digitalisation n'a pas de limite dans le temps. Maintenant, concernant la santé, puisqu'on digitalise tout, la première chose que nous digitalisons, par exemple dans Kezan, c'est déjà ce qu'on appelle le Smart Me. Donc, c'est ton avatar. Ton avatar, c'est-à-dire ton équivalent, ton jumeau numérique. Parce que le but de Kezan, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle c'est un reflet virtuel du monde réel dans lequel on vit. Donc, dans le monde, qu'est-ce que nous avons? Nous avons soi d'abord. Donc, dans Kezan, tu as ton Smart Me, c'est ton avatar. Ensuite, tu vis dans ta maison. Dans Kezan, tu as un Smart Home qui digitalise et représente ta maison. Ensuite, tu vas au travail, par exemple. Kezan a un Smart Business qui représente l'entreprise dans laquelle tu travailles. Souvent, tu vas aller dans un champ parce que tu es un agriculteur ou tu es dans un chantier de construction. Kezan a ce qu'on appelle le Smart Site qui digitalise tous les aspects de tout ce qui est opérationnel à l'extérieur. Ensuite, vous avez la ville. Kezan le met dans Smart City, la relation entre les citoyens et leur ville. Vous avez les gouvernements. Lorsqu'on a besoin de renouveler son passeport, ses pièces d'identité, toutes ces choses, c'est où payer ses impôts. C'est la relation entre le gouvernement et les citoyens. C'est Kezan Smart Gov. Ensuite, vous avez tout ce que vous faites dans par exemple, ce qu'on est en train de faire actuellement, l'associatif, les tontines, les clubs, toutes ces choses, les ONG, c'est Kezan Smart Community. Dans le Smart Community, vous créez vos associations, vous gérez les tontines, vous faites toutes ces choses dedans. En fait, je viens de vous décrire le monde réel. C'est cette entité que je décris, il n'y en a pas d'autre. Quelle que soit l'activité que vous faites aujourd'hui, c'est quelque part là-dedans, dans ce que je viens de citer. Et c'est ça que nous digitalisons. Quand c'est digitalisé, nous l'avons dans le digital. Ça veut dire maintenant, nous devenons capables de régler des problèmes complexes que dans le monde réel, nous ne pouvons pas régler. Il y a des problèmes, j'ai parlé de collision, mais je vais vous parler des problèmes, prenez Uber, d'ubérisation, qui ne sont pas des problèmes qu'on peut régler dans le monde réel. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut avoir la capacité de prendre ce problème dans le digital. Une fois que ça se trouve dans le digital, là maintenant nous avons des capacités, parce qu'on intègre des technologies telles que les réseaux sociaux, telles que les digital wallets, telles que les marketplaces, on peut tout intégrer et on fait en sorte que nous sommes capables de résoudre des problèmes qu'on appelle des problèmes complexes. Vous avez eu des problèmes durant la pandémie, le Covid, les problèmes de distanciation, on ne peut pas le régler dans le monde réel, ce n'est pas possible. Mais quand on met dans le digital, on arrive à gérer la distanciation. Il parlait tout à l'heure, mais c'était une anecdote, pour des problèmes de collision pendant la soirée. Mais en fait, je rigole parce qu'en fait, vous savez, quand cette anticollision va être populaire, je le sais déjà, des gens vont l'utiliser dans ce sens, bien sûr. Simplement, en se disant, j'aimerais que, par exemple, j'ai peut-être un rendez-vous galant quelque part, j'aimerais pas que mon épouse, ma fiancée donc, je parais mon anti-collision pour être signalé. Effectivement, je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est les utilisateurs qui seront imaginatifs. Voilà. Mais nous, on apporte des solutions, des technologies. Donc, en fait, c'est pour dire quoi? Pour terminer sur la santé. Dans la digitalisation, dans le Smart Me notamment, c'est ton avatar. Donc, ça intègre aussi tout ce qui est en fait wearable. Donc, par exemple, quand tu as une Google Watch, par exemple, ou une smartwatch, qui te donne tes training, tes éléments de santé, sont intégrés dans Kezan. Et vous avez, par exemple, quelque chose qui va révolutionner. Dans Kezan, on va apporter les métiers de la télémédecine. Nous avons tout un département dans Kezan qui est healthcare. C'est le docteur Didier Mouliambe qui est le responsable
dans Kezan de la partie healthcare. Et donc Didier, voilà, c'est ce qu'il apporte, ses réflexions, de voir comment, avec Kezan, on arrive à résoudre en fait, je dis, des problèmes des populations. Nous avons un exemple simple, je vous donne juste un use case qui est en train d'être actuellement développé pour être intégré dans Kezan. C'est une technologie, ce sont des partenaires que nous avons rencontrés lors du dernier CES à Las Vegas, au salon de Consumer Electronics Show. C'est des Coréens. Il suffit de prendre son smartphone, vous filmez votre visage pendant 30 secondes à peu près. Voilà, vous scannez. L'application vous donne votre pression, la pression sanguine, vous donne quasiment les 6 premiers paramètres, la tension artérielle, etc. Tous ces éléments uniquement sur le visage, en utilisant les micro-mouvements des yeux, de la peau, etc. Ces éléments, ce sont les premiers soins dont on a besoin que tout médecin, quand vous êtes dans n'importe quelle clinique, on commence, asseyez-vous, le check. Bon. Imaginez les populations dans un village reculé au Cameroun. Il suffit juste du smartphone. On prend l'information, vous l'avez dans votre Smart Me, dans Kezan. Ça se retrouve à vos médecins extraordinaires que vous avez ici en Allemagne. Vous êtes capable, grâce à ces informations, de donner au moins les premiers soins, les premiers éléments diagnostiques. Ça, c'est une révolution. Ça va coûter 0 à la personne, à la maman, au village, puisque elle a le smartphone, elle a la caméra. Nous avons l'intelligence artificielle qui traite. Et les médecins l'auront. Donc, après, le business model sera entre les médecins et ce qu'ils veulent faire dans la plateforme avec ces informations. Donc, voilà, si ça répond à peu près à votre question sur la santé, mais il y a tellement de use cases que Kezan pourra faire dans ce domaine. Bonjour. En fait, je vais vous permettre de rebondir si ça ne rebondit pas trop. Donc, voilà. Juste un instant. Du coup, vous avez parlé en fait de la télémédecine et justement c'est un domaine sur lequel je travaille. Et aussi dans les solutions, on appelle beaucoup plus le home care. Parce que pour moi, on va dire très simplement, quand on regarde sur la courbe mondiale et l'espérance de vie, la population africaine se trouve pratiquement au bas de l'échelle. Et ça doit changer. Ça doit changer avec cette solution. Dans ce niveau-là, nous avons déjà des solutions plus ou moins aussi assez opérationnelles. Et peut-être à nous, on pourra discuter plus précisément voir comment est-ce que ces solutions pourraient être intégrées dans votre plateforme. L'union fait la force. Voilà, super. Bon, alors, merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. C'est Madame Mani. Et après... Sans micro, si vous avez On a besoin de micro pour le son, s'il vous plaît. moi, je vais être très court. Donc, je suis Madame Jessica Mani. Je suis la présidente du club Dias Invest 237. Mais ma question est beaucoup plus dans le cadre de mon cabinet de consulting. Donc, j'ai un cabinet de consulting en relations publiques au niveau de l'Afrique tout entière. Et merci beaucoup pour le challenge Cameroun qui m'a vraiment invité à être présente ici. Et je découvre aussi, comme vous, que la diaspora allemande, quand on parle avec eux, vraiment, on sort un peu des rêveurs. On est dans la réalité des choses. Merci beaucoup. Et votre intervention aussi m'a beaucoup touchée. J'aimerais savoir, ma question est la suivante. Vous êtes dans combien de pays en Afrique? Franchement, j'aimerais, si possible, avec l'expertise que j'ai dans certains pays africains, voir, parce que c'est une fierté que ce soit un Camerounais qui soit derrière cette application, comme d'ailleurs, j'ai vu ce que vous avez fait, j'ai reçu toutes vos réunions au Cameroun, vous êtes passé, on me dit, mais c'est qui ce monsieur qui part à l'Assemblée nationale, il est ceci, il est cela. Tout le monde me pose la question, c'est hier qu'on m'a bien expliqué ce que vous faites. C'est très intéressant et c'est une fierté que ce soit un Camerounais. Et ce sera aussi encore plus une fierté de pouvoir vous accompagner dans les pays africains où vous n'êtes pas. Ok, merci beaucoup déjà, Madame Annie. Effectivement, nous, Kezan aujourd'hui, en quelques mois, nous sommes à 200 000 utilisateurs répartis sur les 5 continents, un peu partout.
Et c'est vrai que Kaizen a été créé pour 8 milliards d'habitants, tous les continents. Ce n'est pas que pour l'Afrique. Mais bien entendu, en créant, vous savez, comme je dis toujours, sur la Silicon Valley, lorsqu'on crée des apps, malheureusement, on ne pense pas à l'Afrique, il faut le savoir. Quand vous êtes dans des meetings sur la Silicon Valley, on parle d'app. Voilà, malheureusement, premièrement, on se demande est-ce que cette application va satisfaire le consommateur américain, en premier. En deuxième position, est-ce que l'Asiatique, comment l'Asiatique, l'Indien et l'Asiatique va réagir par rapport à cette application? Et en troisième lieu, comment l'Européen va réagir? Et puis c'est tout. Et c'est terminé. Nous sommes l'une des rares, parce que pas la seule, société sur la Silicon Valley qui, dans nos conceptions d'application, pensons au NBU, ce qu'on appelle le Next Billion User, le NBU, Next Billion User. Le Next Billion User, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Mais les sociétés de la Silicon Valley veulent aller avec le modèle américain sur l'Afrique. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et ce que je trouve, c'est une opportunité extraordinaire pour les startups africaines. Parce que les startups africaines doivent se lever, se mettre en route, parce que c'est elles qui ont la vraie solution, c'est personne d'autre. C'est nous, les Africains. Moi, je peux le faire de la Silicon Valley parce que je suis africain, parce que je sais ce que c'est. Je maîtrise cet environnement, même si je n'y habite pas. Mais je suis entouré, j'ai les personnes, je ne suis pas seul dans l'équipe, donc on comprend cet environnement. Et ça, c'est très important. Donc, bien entendu, nous avons des utilisateurs. Voilà, au Cameroun, je sais qu'on est 15 000, à peu près 15 000 utilisateurs au Cameroun. Au Sénégal, c'est à peu près 20 000, à peu près 40 000 au Nigeria, je crois 30-40 000 au Nigeria. Bon, voilà, dans pas mal de pays d'Afrique, on y est déjà présent, mais pas en tant qu'entreprise, entité. Voilà, le premier pays où on a créé un back-office, où on a une entité, c'est au Cameroun, en Afrique. On l'a fait depuis le mois de novembre, nous y sommes, à Yaoundé. Et bien entendu, nous avons un plan. Donc, j'ai une tournée. La première, c'était au Cameroun. J'ai fait 3 semaines. Mais la prochaine, nous avons une série de... Le prochain, je crois, j'ai le Sénégal, la Côte d'Ivoire. J'ai dans l'agenda le Nigeria, j'ai le Ghana, j'ai l'Afrique du Sud, et j'ai le Kenya et la République, la RDC. Voilà. Il y a à peu près 7 à 8 pays sur l'agenda que je dois faire cette année, avant la fin d'année, voilà, en tournée. Donc, bien entendu, oui, si vous avez des possibilités de nous accompagner, de nous aider, ben oui, nous sommes preneurs et nous sommes... ce sera merveilleux, parce que je dis, l'union fait la force. C'est aussi simple que ça. C'est toujours mon message. C'est, tant qu'on peut faire quelque chose, plusieurs à la fois, c'est pour l'intérêt, voilà, on ira plus vite, tout simplement. Donc, welcome. Merci beaucoup, docteur. J'aimerais encore signaler, on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions. Il faudrait qu'on s'ouvre cette peine. On ne va pas pouvoir toutes les prendre. On va encore prendre quelques minutes pour pouvoir poursuivre le programme. Donc, du coup, je vais passer à Stéphane. Après Stéphane, Gérard de l'autre. Merci. Vu que je n'aurai pas le micro après, je vais poser 3 questions. La première, c'est vous êtes encore une jeune entreprise, je suppose. Donc, ce qui veut dire que il y a encore certainement pour des possibilités d'investissement, ou alors, je ne sais pas moi comment ça s'appelle, appel de fonds ou d'investisseurs, ce genre de choses. Donc, ce serait la première question de savoir si on peut encore investir quand la compagnie, la start-up est en projet. La seconde question, c'est pour s'installer en Europe, il y a beaucoup, surtout lorsqu'on fait dans les transactions financières ou alors lorsqu'on fait dans en fait la finance, il y a beaucoup de régulations et surtout au niveau de la confidentialité, ainsi de suite. Les data centers ne doivent par exemple pas être ailleurs qu'en Europe, etc. Est-ce que cela est pris en compte? Donc, les data centers ne doivent pas être ailleurs qu'en Europe? C'est ce que je crois bien. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les Google, ce genre d'entreprises, ils sont généralement en Irlande. Ok, allez-y. Je vais répondre. Peut-être corriger la Ok. Donc, la dernière question. Vous me suivez? Vous avez pris la première, la seconde?
La dernière question, c'est généralement ce qu'on appelle nos génies africains, qui sont souvent dans la Silicon Valley, aux États-Unis, parfois ils se font bouffer. Et puis bon, il y a des rumeurs ou alors des légendes sur d'autres qui se sont même fait tuer ou alors empoisonner. Alors, est-ce que vous sentez bien là-bas, vous êtes menacé ou alors vous avez pris des dispositions pour ne pas être avalé? Voilà. Alors, bon, question de... Bon, la dernière question, bon, c'est la vie, vous savez. On prend toutes ces dispositions en tant qu'être, voilà, comme on peut. Mais bon, je dis, je ne suis pas Dieu. Un jour, je ne serai plus là. Je dis, un jour, mon cher ami, tu ne seras pas là non plus. Donc, c'est pas... Voilà. Ce n'est pas une préoccupation. Voilà, on a une logistique pour ça, mais bon, ce n'est pas ma préoccupation. Bien sûr, il y a une logistique. Hein. Attention, je ne suis pas un irresponsable. Tout ce que je peux dire. Voilà. Mais bien entendu, non, voilà, il y a une logistique qui s'occupe de ce genre de choses. C'est vrai. Et ce qui est normal, pour l'intérêt notamment de nos utilisateurs, des personnes, des entreprises qui sont nos clients, etc. On doit faire attention à soi, voilà. Mais je dis, la chose pour moi la plus importante, et là je vous encourage vous tous à cela, c'est au-delà de cette logistique qu'il faut mettre pour la sécurité, ces aspects. C'est vrai, c'est important, mais plus important, c'est pas ça. C'est ton hygiène de vie. Quand tu es entrepreneur, c'est important de faire attention à ce que tu manges, de faire attention à ce que tu bois, de faire attention à ton sport. Parce que, vous savez, et aussi tes lectures. Voilà comment le mindset, en fait, est régénéré. C'est par le corps, d'abord, dans son hygiène alimentaire. On fait attention à son mange. Vous savez, avoir 10 000 sécurités autour de vous, mais périr parce que vous ne faites pas attention à votre alimentation, c'est stupide. Ou ne pas faire du sport, non. Alors ça, c'est gratuit, en particulier le sport. Moi, j'en fais beaucoup. Je fais depuis toujours. Voilà, je fais tous les jours, je fais 5 fois par semaine. Vous savez, tous mes collaborateurs qui parlent avec moi savent qu'il y a 3 heures dans la journée où je ne suis pas disponible. 3 heures, 5 fois par semaine. Pendant ces 3 heures, je suis en train de jouer au basketball. Je suis sur le court. Donc, je dis ça, je le fais. Là, je le fais depuis l'âge de 8 ans, je fais du basket jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas arrêté de le faire. Je fais du sport. Donc, voilà. Moi, le conseil que je donnerais, c'est plus à ce niveau. Parce que ça a plus des conséquences positives, parce qu'on est bien dans sa peau, on est bien dans ce qu'on fait, dans sa tête, etc. Donc, la deuxième chose, une préoccupation... Sur les régulations, la confidentialité, voilà. les data centers, Voilà, la régulation... Oui. Alors, nous avons... La loi, en fait, nous, notamment nous, je parle en tant qu'entreprise américaine, je ne peux pas parler pour les autres continents. En tant qu'entreprise américaine, nous avons un certain nombre de règles, en fait, et de lois sur notamment tout ce qui est data privacy, sur les données personnelles, ok? Et ces lois nous obligent aussi à suivre les régulations pays par pays, partout, notamment l'Europe qui sont les champions là-dedans. L'Europe, c'est les plus durs. Mais nous le suivons, nous n'avons pas le choix. Nous le faisons. Ça, c'est au niveau des données personnelles. Maintenant, au niveau des data centers, dont ces données personnelles aussi, lorsqu'on va toucher certains types d'informations, elles ne peuvent par exemple pas sortir. Par exemple, des données personnelles des Européens, dans 15 ans, se trouvent sur des data centers en Europe. Donc, nous sommes obligés d'avoir une infrastructure globale. Nous sommes une entreprise globale. Donc, nos data centers, c'est global. Nous avons des data centers pour l'Europe, pour les États-Unis, pour l'Asie, le Middle East, etc. Donc, on n'a pas le choix. Maintenant, plus important pour l'Afrique, il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de règles, en fait.
Ce qui est dommage. La réalité, c'est une passoire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais l'Afrique ne doit pas rester en attendant qu'il y ait quelque chose. Parce que les règles, en fait, je vous explique, ce n'est pas... Vous n'allez pas vous appeler le Cameroun et donner une règle à WhatsApp, au groupe Meta, pour qu'elle puisse gérer d'une certaine façon les données du Cameroun. Ils vont vous dire, mais ça, vous ne comptez pas, puisque on ne compte pas, comme je vous expliquais, le NBO pour l'instant, Next Billion User, mais malheureusement ne compte pas, y compris même dans la manière quand on pense ces applications. Donc, les pays africains n'ont pas le poids. Tu vois, c'est une question en fait de pouvoir économique. C'est pas une question, voilà, c'est géostratégique en même temps. Vous avez des pays comme, vous voyez Dubaï. Dubaï, c'est un pays jeune, très jeune. Mais Dubaï a eu la capacité d'imposer, il n'y a aucune donnée personnelle hors de Dubaï. Aucun. Vous avez WhatsApp aujourd'hui à Dubaï, Dubaï est allé plus loin. Ils ont dit non, nous, on veut même que le fait que les données soient cryptées de point à point, voilà. Les Émirats ne veulent pas ça. Parce qu'ils veulent pouvoir écouter les conversations. Donc, là, bras de fer. WhatsApp dit non, pas ça quand même. Allez à ce point, vous touchez le cœur même de mon offre. Résultat, vous êtes banni. Vous n'avez pas, WhatsApp est interdit en matière de voice over IP dans les Émirats. Donc, parce qu'ils ont le pouvoir, la capacité de le faire. Quel pays africain peut le faire? Et que WhatsApp respecte? Non. Ils le font parce qu'ils ont atteint un certain niveau. En fait, c'est des négociations entre États. Voilà. Maintenant, comment est-ce que nos pays feront pour obtenir la gouvernance? Parce qu'il s'agit, le fond de la question, c'est la gouvernance digitale, numérique, la souveraineté numérique de nos pays. Comment faire pour obtenir cela? Puisque nous n'avons pas les moyens géostratégiques et géopolitiques de nous imposer pour les avoir. Parce que la souveraineté numérique, aujourd'hui, est plus importante. Elle est plus stratégique que la souveraineté physique des territoires. Vous savez, la souveraineté physique, c'est mettre des militaires, des soldats autour. Le monde aujourd'hui, le plus sensible, c'est la souveraineté digitale d'un pays. Mais vous ne vous rendez pas compte. Mais au niveau des enjeux, c'est plus important. Les pays dépensent maintenant plus d'argent quasiment, à part l'Amérique, mais dépensent plus d'argent dans la souveraineté digitale que la souveraineté militaire. Donc, comment l'Afrique va le faire? Réfléchissons et regardons comment les Indiens ont fait. Pourquoi l'Inde est le seul pays qui, depuis 30 ans, a obtenu avant tout le monde sa souveraineté digitale? L'Inde n'a jamais eu de problème au niveau des data, de la gouvernance. Ils ont la gouvernance de leurs données depuis toujours. Et personne ne s'est jamais posé la question, mais l'Inde, comment ils ont fait? Et moi, je vais vous dire comment ils l'ont fait. Je le sais parce que mon CTO est indien, mon Head of Engineering est indien, au quotidien avec moi. Et ce sont des gens qui ont eu assez d'expérience. Donc, sur la Silicon Valley, ce sont des gens qui ont fait Stanford, l'université Stanford. Ce sont les gens qui ont été chez Google, Apple, Microsoft, chez tous les GAFAM. Ils ont fait toutes ces entreprises. Donc, le tissu de la Silicon Valley le maîtrise bien et connaissent bien leur diaspora indienne. Il y a des informations que je vais vous donner, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment ces pays l'ont eu. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de mindset et de patriotisme, en fait, de leur diaspora. Les Indiens, il s'avère qu'il y a 30-40 ans, étaient, on va dire, les ouvriers de la Silicon Valley. Je caricature, c'est volontaire, je prends des chemins rapides. Les ouvriers, on va dire, faire que du coding, du développement bas niveau pour la Silicon Valley. Et au fur et à mesure,
Le développeur devient des ingénieurs, des architectes, ça progresse. Et au fur et à mesure, on ne fait pas que de la délocalisation en Inde, mais les Indiens se déplacent physiquement, venir sur place. Ils viennent d'abord comme des consultants, puis certains restent, on leur donne l'emploi, restent sur place parce que des compétents, au fur et à mesure. Et cette diaspora, en fait, qui maîtrise, il s'avère qu'à un moment donné, lorsque l'Amérique discute avec l'Inde sur des matières de digitalisation, etc., les Américains, qui sont côté américain, mais qui sont sur la table, beaucoup, en fait, ont le cœur indien. Ils sont américains de passeport, mais ce sont des Indiens, en fait. Donc, c'est des gens qui ont l'amour de leur pays. Ce qui veut dire quoi? Ils ont donné gratuitement, et c'est la réalité. Ils ont apporté, en fait. Parce que vous savez, il faut comprendre quelque chose. L'Amérique, d'après sa constitution, met la propriété privée quelque chose d'intouchable. C'est quelque chose de très important. Donc, une entreprise privée, quand tu as ton patrimoine privé, par exemple, je m'appelle Meta, si j'ai mes données, les données juridiquement appartiennent à Meta, Meta est capable, seul, de prendre la décision de donner cette souveraineté, par exemple, au Cameroun, de dire, OK, pour le Cameroun, vos données seront, par exemple, localisées au Cameroun. Et le gouvernement américain, à part, bon, bien sûr, les secret services peuvent influencer, mais globalement, ils ne peuvent pas dire grand-chose. Et vous voyez ce qui se passe là. Même vous avez vu les relations tumultueuses entre Elon Musk ou Twitter avec Trump durant les élections, etc. Vous voyez que les privates ont un poids très important. Très important. Et pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que lorsque vous voyez, par exemple, Google, le CEO de Google, quand il va parler de souveraineté de data avec le gouvernement indien, vous comprenez l'avantage que le gouvernement indien a. OK, c'est un Américain, mais c'est un fils de l'Inde. Donc vous regardez sur la Silicon Valley aujourd'hui, 80% des CEO sont indiens. 80, je vous donne, 80%. C'est pas une blague. 80% des CEO aujourd'hui sont indiens. Quand vous marchez dans la rue, sur la Silicon Valley aujourd'hui, à peu près, sur la rue, vous avez à peu près 50% aujourd'hui de la population est indienne et 40% est chinoise. C'est affolant. Et le 10%, c'est les blancs, les noirs, les latinos, tout le reste. Mais 50% sont indiens, 40% sont chinois. Tous américains sur la Silicon Valley. Donc vous comprenez l'intérêt de leur pays d'origine. À nous de faire la même chose. Nous devons essayer d'avoir, pour nous qui avons des entreprises, de donner à nos pays cette souveraineté dans nos domaines. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que Kezan apporte. Moi, je l'ai offert. Je l'ai offert, je le dis. C'est sur ma page personnelle, sur mes réseaux sociaux. Vous allez le voir. Je ne le cache pas. Je l'ai apporté au Cameroun. Mais je l'apporte aussi à d'autres pays d'Afrique. La souveraineté des data. Quand il est question de Kezan, quand il est question de SmartGov, etc. Vous avez vu, nous avons signé un contrat avec les régions qui ont dit, voilà, on est en train d'implémenter Kezan dans des régions complètes. Mais vous pensez que ces données, on va les laisser de droit, je devais les laisser en Californie ou ailleurs. Mais moi, j'ai fait ce choix panafricain d'offrir la souveraineté digitale à nos pays. Il n'y a que nous, Africains, qui pourrons le faire. Personne ne le fera à notre place. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à le faire. Et ça, c'est... Voilà. Donc moi, j'invite. Sur l'investissement. Sur l'investissement, c'est vrai. Alors, oui, c'est très... Non, c'est important. Là, ça touche aussi... OK, je ne comprends pas les heures, mais ça, c'est important. Alors, OK, je ne peux pas juste te répondre. Oui, non. Non, je dois répondre parce que... Non, je dois répondre aussi pour les autres. Parce qu'il faut que je réponde. Je ne veux pas te répondre à toi. Parce que la réponse, je peux la donner en 10 secondes. Mais ce n'est pas plus important. Ce qui est important pour tout le monde, c'est de comprendre le fond de ta question et comprendre l'intérêt de cette question. Elle est fondamentale.
En fait, il pose un problème. OK. Kaizen aujourd'hui, moi jusqu'à présent, jusqu'à SK Solutions, je suis propriétaire à 100% de SK Solutions, malgré tous les essais en 30 ans. J'ai résisté dans la technologie, d'avoir la propriété. Parce que j'ai mes brevets, je suis inventeur et je suis propriétaire. Je n'ai pas laissé, comme je n'ai pas eu de fiche de paye, donc mes brevets m'ont appartenu. Sinon, ça aurait été aux autres. Et donc, j'aurais été éjecté depuis des années. Donc, ce pouvoir, j'ai pu l'avoir. Ce n'est pas financier, c'est un pouvoir intellectuel et juridique. Bon, comme votre maison, vous avez un titre foncier, on ne va pas vous expulser parce que c'est chez vous. En fait, les technologies, c'est pareil. Et je veux conscientiser les Africains à comprendre cela. L'importance de la propriété intellectuelle, elle est fondamentale. On ne crée pas juste un produit et dit on a créé un produit. Non, il faut se protéger à tous les niveaux. La première chose, c'est la propriété intellectuelle. Et quand on l'a, maintenant, on se dit, maintenant parlons de... Vous savez, dans une invention, si vous allez consulter, par exemple sur Google, mes brevets, vous voyez, inventeur, c'est moi. Mais il y a un autre titre en bas, propriétaire, c'est moi. Parce que c'est le plus important, ce n'est pas l'inventeur qui est important. L'inventeur, c'est juste celui qui l'a fait, c'est vrai. Mais si je suis salarié, si quelqu'un dans mon entreprise invente quelque chose, mais c'est moi le propriétaire. Ce n'est pas lui, il sera inventeur. Il aura les honneurs. L'inventeur, c'est avoir les honneurs. Mais le propriétaire, voilà, c'est celui qui détient, qui va exploiter, qui va gagner. L'inventeur n'aura pas rien. Inventeur, il n'y a pas de rémunération. C'est le propriétaire qui a les fruits de l'invention. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il est important pour les Africains qui ont tellement inventé des choses. Vous le savez, en Allemagne, si vous inventez tous les jours dans vos entreprises, mais vous appartiennent pas parce que c'est pas vous. Voilà. Et c'est partout pareil. Donc, j'invite les Africains à faire la démarche, non seulement d'inventer, de créer, mais surtout d'être propriétaire. Être propriétaire, ça va demander des sacrifices parce que ça va vous demander d'accepter d'être humble quand vos employés ont des meilleurs salaires que vous. Parce que moi, je l'ai fait. Pendant 15 ans, mes employés en France avaient des meilleurs salaires que moi. Moi, j'étais au SMIC pendant des années parce que j'étais propriétaire de mon entreprise. Donc, j'étais au SMIC, mais j'avais des ingénieurs qui avaient 3, 4 fois, 5 fois mon salaire. Je les payais tous les mois. Moi, je n'avais pas, je ne pouvais pas. Mais c'est la vie, il faut passer par là. C'est comme ça le business, c'est comme ça l'entrepreneuriat. Vous savez, ben oui, quand je me suis retrouvé dans la première fois, j'étais presque à la faillite. J'ai fait pendant 6 mois, ça je ne l'ai pas dit, pendant 6 mois, j'ai vécu dans ma voiture, 6 mois. Je ne pouvais pas, on m'avait saisi mon appartement, je ne pouvais pas vivre, j'avais ma voiture. Donc voilà, et je poussais où je prenais ma douche. Au bureau, on avait au centre d'affaires, il y avait des douches. Donc je prends ma douche là, mais j'avais dans ma voiture. Je ne le fais pas, je ne pouvais pas. Donc, vous comprenez, ça c'était en 1995, je me rappelle cette année. Mais ça fait partie du business. Il faut passer par là. Si tu ne passes pas par là, on ne pourra pas même comprendre la nécessité. Enfin, quand on réussit demain à avoir plus de choses, on ne va pas pouvoir apprécier. Donc, pour apprécier les choses à leur juste valeur, il faut souvent passer par là. Donc, revenons maintenant sur la propriété. Pour être propriétaire, soit on arrive à le faire seul, mais par accident, par chance peut-être, ou bien ce qu'il faut faire, c'est d'impliquer, tout de suite en fait, il faut impliquer sa communauté dans la technologie. Et c'est ce que la Silicon Valley a toujours fait. Les Américains entre eux, c'est comme ça que ça marche. Hein. On crée, on invite ce qu'on appelle Friends and Family, ils viennent, ils mettent de l'argent, tu es inventeur, tu es propriétaire, ils viennent t'accompagner et t'amènent au prochain niveau, puis les venture capital arrivent et investissent dans l'entreprise, etc. Voilà comment ça marche. Le principe est simple. Quand on crée une entreprise de technologie, on met à côté des Friends and Family. C'est le premier cercle qui viennent en fait. En général, c'est juste quelques personnes. En général, ça marche comme ça, Silicon Valley. Voilà, pour un niveau, on va dire sur la Silicon Valley, c'est à peu près
Les Friends and Family, ça pourrait être 500 000 $. En général, 500 à 700 000 $. La somme dont on a besoin. Donc, ce qui fait que le fondateur, en fait, d'une start-up en Amérique, je ne sais pas, sur la Silicon Valley, ne prend pas de sa poche son argent. Parce qu'on n'attend pas ça. On attend ce que tu as dans la tête, ton projet, ton business, etc. Donc, les amis qui viennent autour, ce qu'on appelle le seed funding, seed capital. Ce seed capital, ils vont l'apporter autour de toi. Pour t'amener à quoi? À la première étape te permettant de faire un prototype en fait, de ton produit, ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Viable Product, donc le produit qui est, on va dire, le premier squelette de ton produit. Ce produit, il faut aller chercher maintenant ce qu'on appelle les venture capital, c'est-à-dire les sociétés en français de capital risque, voilà, risque capital, qui vont te faire passer ce qu'on appelle la série A. Une série A, en général, c'est entre 5 et 20 millions de $. 5 à 20 millions de $ à peu près sur la Silicon Valley, c'est la moyenne. Donc cette série A, voilà où tu vas arriver. Ensuite, tu auras une série B, puis une série C, et éventuellement une autre série D. À chaque fois, la valeur ne fait qu'augmenter l'entreprise. Et à ce moment, après, c'est deux solutions. Soit, c'est ce qu'on appelle l'exit, soit tu vends l'entreprise, en fait, tu n'as pas le choix. Soit on te rachète, je préfère pas dire tu vends, soit on te rachète, soit tu rentres en bourse. C'est les deux choix. Voilà le schéma. Alors, maintenant, comment faire pour garder la propriété dans tout ce Big Mac? Donc, moi, ça a été, pour Kezan, c'était facile. Parce que Kezan, je le fais, on nous trouve en 2017, 2020, quand je dis, voilà, je monte la structure juridique de Kezan. J'ai les moyens de le faire. Les 700 000, il nous fallait à peu près 1,5 million de $. Dieu merci, je n'étais plus étudiant. Voilà, donc, ce n'est pas un problème. Mais, et c'est là où, ouais, la diaspora m'a vraiment aidé. Mes amis que j'ai retrouvés, grâce à cette démarche que j'ai faite après Bonn ici, etc., fait en sorte que j'ai reconstitué mon network, en fait, d'anciens amis d'école, du Cameroun, avec qui j'étais au lycée, etc. Et je leur ai parlé du projet Kezan, etc. Et j'ai pris la décision de créer un premier cercle autour de moi, de 10 personnes, en disant, venez, mon rêve, je vous le partage. Je vous le partage. Vous allez venir avec moi. Voilà. Mais ils ne vont pas porter cet argent. Je ne vais pas demander à 10 amis de nous donner 1,5 million. J'ai l'argent, je l'ai. Mais venez dans mon board. Et vous allez... Ils m'ont dit, non, on peut investir. Je dis, OK, faites-le. Ils l'ont fait. Ils m'ont accompagné. Et ils ont investi un peu d'argent dedans aussi. Et on a commencé Kezan. Ensuite, mes amis ont dit, mais c'est vrai, c'est 1,5 million que tu veux mettre là pour la première pour aller vers la série A. Pourquoi tu vas dépenser ton argent? J'ai dit, mais bon, je l'ai déjà fait, puisque, en fait, de façon pratique, de façon terre à terre, moi, je suis un ingénieur, donc je suis pratique. J'ai vendu une maison et j'ai pris l'argent, je dis, voilà, je vais le faire. Et ils me disent, non, fais venir, nous, on peut faire venir nos amis qui veulent et qui aimeraient investir. Si toi, tu veux nous amener dans ce rêve sur la Silicon Valley, qu'on comprenne ce que c'est qu'aller en bourse. On ne sait pas ce que c'est. Les Africains ne savent pas ce que c'est. Tu nous donnes ces opportunités, on peut le faire. Faisons-le. Donc, j'ai accepté. Je lui ai dit, OK, mais n'en parlez pas à l'extérieur. Ça reste... Voilà, je ne maîtrise pas vos amis. Moi, je vous connais, vous êtes mes amis, mais le reste, je ne connais pas. Attention. OK, oui, OK, on va valider chaque personne avec toi avant, etc. Et j'ai dit, voilà, on le fait. Pour mettre ces 1,5 million sur la table. Mais j'ai dit, il y a une condition. Et je l'ai écrit dans le contrat, qui ne fait qu'une page. Ce n'est pas un gros contrat. Petit, simple, une page, à chaque personne. À tout instant, avant qu'on arrive à la série A, si tu veux, pour une raison personnelle, privée,
tu veux rompre ce contrat, ça c'est important ce que je suis en train de vous dire, tu le romps immédiatement. Et on se sépare dans la minute. Je ne te dois rien et tu ne me dois rien. Et je peux vous assurer, il y a eu 2 personnes qui sont parties de ça. Je vous assure, oui, non, mais pour des raisons personnelles. J'ai une dame qui m'appelait, je ne sais pas, peut-être 6 mois, je ne sais pas quoi, aux États-Unis. Elle avait vraiment un problème personnel. Et c'est une dame qui avait investi $30,000. Elle me dit, mais elle paniquait. Je dis, mais j'ai investi $30,000, je suis avec vous. Ça fait déjà 1 an, on est dans Kezan. Donc, ça lui a déjà rapporté même des choses. Parce que quand on arrive à la série A, c'est valorisé pour chacun. Et elle me dit, oh là là, qu'est-ce que tu dois faire? Mais j'ai besoin d'argent. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème. Elle ne savait pas si c'était... Elle paniquait que peut-être on va lui dire, non, il y a des conditions. Dans la journée, elle a eu son argent. Dans la journée. Mais madame, aucun problème, tenez. Et le contrat s'arrête tel que... Mais si vous voulez revenir, vous allez revenir et on va même reconsidérer, garder les avantages que vous avez eus. Parce que ce n'est pas votre faute. J'ai compris son problème. Mais voilà. Mais il faut être très clair dans ce genre de choses. Très clair. Donc, nous avons gardé mon argent. Je l'ai pas utilisé jusqu'à présent. Je l'ai pas utilisé. Mais je n'ai pas racheté une maison là-bas avec ça, non. Je l'ai laissé en caution à tous les gens qui arrivent. Parce que si tous disaient dans la journée, redonne-nous ça, moi je le prends, reprenez. Et je continue ce que je fais, ce que j'ai fait depuis 30 ans. Je continue seul. Ce n'est pas grave. Mais ça, c'est important. Et on l'a fait. Mais il s'avère aujourd'hui que nous sommes à 1,8 $, 1,9 million à peu près d'investissement par il y a combien? 600 personnes. Si ça répond à sa question, je suis transparent. C'est à peu près 600 personnes. Donc 90% sont africains. 90% sont africains d'origine, hein, qui ont tous des passeports dans tous les pays. Ils sont dans tous les pays du monde, mais 90% sont des Africains. C'est une fierté pour moi. Je me sens pas. Et dans les 90% d'Africains, je vous assure, vous prenez ces 90%, il y a environ 70% qui sont Camerounais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait... Moi, je n'étais pas proche du Cameroun. Mais quand j'ai entendu les gens me dire, et dans les réseaux sociaux et partout, les Camerounais ne savent rien faire ensemble, ils ne peuvent jamais rien faire ensemble. Ça, c'est ce que j'entends. Mais moi, je ne les réponds pas. Mais dans mon cœur, je dis, ce n'est pas vrai. J'ai un contre-exemple. Je vous assure, personne de vous ne peut pas le savoir. Même dans cette pièce, il y a des gens qui sont investisseurs de Kezan depuis le premier jour avec moi. Ils sont copropriétaires. Attention, Kezan, ce n'est pas du trading. C'est vous dire, c'est la propriété. C'est-à-dire, ils sont propriétaires d'une partie du brevet, des technologies, de l'entreprise. C'est les actionnaires. C'est comme je suis actionnaire de McDonald's. Enfin, ils sont actionnaires de Kezan. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi on le fait? Parce que ça nous donne, en fait, on prépare l'avenir de nos enfants. Si nous réussissons le Nasdaq, nos enfants iront au Nasdaq demain, en bourse, de façon naturelle. Vous savez, avant qu'un premier Camerounais ait pris un avion pour aller hors du Cameroun, je n'étais pas né, mais j'imagine, c'était quelque chose d'extraordinaire pour les Camerounais, d'imaginer quitter son pays avec un avion et partir quelque part. Mais dès que le premier l'a fait, puis le deuxième, on voyage sans problème. Enfin, on ne se pose même pas de questions, c'est naturel, c'est normal. Mais c'est la même chose dans la technologie. Tant que ça reste confidentiel dans la Silicon Valley, les gens pensent que ce n'est que de la Silicon Valley que doit venir ça. Ce n'est pas vrai. Prouvons-le. Et nos enfants feront 10 fois mieux que nous. Les plus jeunes, la jeunesse, ces entreprises, leurs startups, ce qu'ils font là, ce n'est pas ma génération, c'est les plus jeunes. Voilà la vraie génération. Ils vont faire des choses extraordinaires. Mais on est tous là, dans le même combat, parce qu'il faut montrer le chemin. Il faut essayer, oser faire ce que nos parents n'ont pas fait,
On doit le faire. On n'a pas le choix de toute façon. Qu'on se casse la figure ou pas, on doit le faire. Il faut le faire. Et si on réussit, la voie s'ouvre pour tout le monde. Voilà pourquoi Kezan a ouvert son capital aux Africains, au Cameroun en particulier. Ça démontre qu'on est capable de faire des choses ensemble. Oui, on le fait. J'ai la preuve. Kezan en est la preuve. Ils sont actionnaires. Ça leur appartient. Et sur la Silicon Valley, Kezan, c'est un peu comme... pas une surprise pour les gens sur la Silicon Valley. On nous regarde comme des extraterrestres. Parce que, pour la petite histoire, nous sommes depuis 6 mois, nous préparons notre série A avec les venture capital. Cette fois-ci, c'est des institutionnels. Ce sont des vrais venture capital. Ce ne sont pas les friends. Ce ne sont pas des amis. Mais ils m'ont dit, mais comment vous avez fait pour avoir un site, déjà un site financing d'1 800 000 $. Parce que la moyenne, c'est toujours dans les 500 000, 700 000. Vous, c'est à 1,8 million. Deuxième question, comment ça se fait qu'il y ait tant de personnes? Et donc, c'est un mystère pour eux. Ils disent, on n'a jamais vu ça. Tant de personnes qui vous suivent, qui croient en ce que vous faites. Et ce nombre les impressionne. Ils me disent, mais comment vous avez fait pour nous? Je dis, non, ce sont des amis, friends and family. Ils me disent, vous n'avez pas 500, 600 amis, ce n'est pas possible. Et je leur réponds, oui, c'est ça l'Afrique. Je leur réponds, c'est ça l'Afrique en fait. C'est comme ça que l'Afrique, vous ne le comprenez pas, mais voilà comment nous agissons. Et voilà comment nous allons conquérir justement le NBU, parce que nous, on comprend comment ça fonctionne. C'est de cette manière, en fait, ils ne comprennent pas le modèle de Kezan. Et ça, c'est notre force. Et nous voilà, aujourd'hui, à l'aube, parce que ça sera annoncé officiellement dans les jours, semaines qui viennent, mais on est à l'aube de la clôture de notre série A. Et la série A de Kezan sera la plus forte, bon, pour information, depuis le Covid, ça sera depuis le Covid la plus grosse série A de la Silicon Valley. C'est ce qu'on a. Vous allez avoir les informations très bientôt. Mais c'est la plus grande série A. Voilà. Les séries A, c'est à 50, je vous ai dit, à 5 millions, 5 à 20 millions de $, une série A. Mais là, ils savaient que c'est une super app. Et ça a eu des critères différents. Il y a une invention derrière, il y a des choses. Et il s'avère que la série A, qui pour l'instant est en cours de validation, il est question, qui est accepté en fait depuis déjà 6 mois, de 150 millions de $, ce qui est rarissime. Facebook n'a pas eu ça, Google n'a jamais eu ça en série A. Je vous parle de la première série. Ils ont validé, les venture capital sont en train, tous sont d'accord pour la série A à 150 millions de $. On attend maintenant, dans cette semaine ou la semaine d'après, que la SEC, Security Exchange Committee, nous le valide. Donc, ce n'est plus une question des investisseurs, c'est une question maintenant du gouvernement américain, la SEC, qui doit valider tout ce qui va avec. Ce qui veut quand même dire que c'est une valorisation de l'entreprise, parce que quand ils mettent 150 millions, ils ne prennent que, sachez, comprenez quand même, 10%. Donc, vous comprenez le niveau de valorisation de Kezan. Ils prennent 10%, les venture capital, actuellement, c'est ce qui est en cours, pour 150 millions de $ qu'ils apportent. Ça veut dire que la société a été aujourd'hui, par les 2 cabinets d'experts qui travaillent, qui préparent ça, ce n'est pas nous, les 2 cabinets sont arrivés à la même valorisation, à peu près à 10-20 millions de $ près, tous sont arrivés à 1,5 milliard de $. Et on n'est qu'à notre série A. On démarre à peine l'application. Elle passe en production dans 3-4 jours. Donc, voilà les réponses que je vais vous apporter, pas directement votre question sur l'investissement, mais pour essayer d'élargir, pour que vous compreniez l'enjeu qu'il y a derrière cela. Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est que derrière, quels sont les copropriétaires de cette chose? Ce n'est plus Séverin. Je suis maintenant entouré. Quand je me lève tous les jours, j'ai 600 Africains autour de moi. Vous ne pouvez pas comprendre le poids que j'ai quand je parle à mes venture capital avec qui je négocie. Ils ont peur de moi. Je vous le dis littéralement. Ils se disent « Waouh !» Parce qu'ils voient, j'ai une armée autour de moi.
Alors que normalement, ils aimeraient que je sois tout seul devant eux et on peut me bouffer comme on veut parce que c'est leur métier. Mais là, il y a un nombre qui les effraie. Pas le niveau d'argent, mais le nombre de ces personnes. Et ils ont toutes ces informations, les CV de toutes ces personnes, puisqu'il y a tous les due diligence ont été faites. Ils ont tout. Hein, ils ont fait comment ça s'appelle, les screen checks, les enquêtes, de tout. Eh ben, ça, je vous l'ai dit à tous au départ, hein, que ces enquêtes auront lieu, mais ça a eu lieu complètement, à tout le monde. Mais ils ont été surpris. Comment on arrive à tout ça, 600 personnes, et 600 enquêtes donnent 600 résultats green, c'est-à-dire sans problème. Et ça, j'ai le vice-président de US Capital Global, l'un des vice-présidents, qui est un noir américain, qui m'appelle une fois après un meeting, et il me dit, en off, on a fini, il me dit, « Hey brother », il m'appelle là, pour dire, mais il me dit, mais comment t'as fait? Comment vous faites? Toutes ces personnes, et puis tous ont des casiers clean. Financièrement, aucun d'eux n'a un crime financier. Comment tous viennent? Je dis, ben oui. Et tous ont des CV soit impressionnants, soit pas impressionnants, mais des gens sérieux qui font leur vie. Je dis, ben oui, c'est ça l'Afrique. Mais ça, et il m'a dit, waouh, ça, c'est ce que l'Amérique ne veut jamais montrer, que nous, les Noirs, nous sommes capables de faire des choses. Et ça, c'est ce que lui, il m'a dit, le vice-président, qui est un Noir américain. Et voilà pour qu'il m'avait dit, je mettrai tout ce qui est à mon pouvoir en tant que vice-président pour que ta levée de fonds soit exceptionnelle. Et apparemment, il ne s'est pas trompé. C'est ce qui est en train d'être fait. Merci. Vous l'avez tous vu. Voilà, le docteur Séverin, en fait, c'est vraiment répondre en profondeur aux questions à notre profil naturellement. Et voilà, mais le temps nous court naturellement après. On ne peut pas faire sans le temps. En outre, le docteur Séverin est encore là. Donc, on pourra encore revenir sur certaines choses, certains points. Je vais juste prendre une seule dernière question, c'est la tienne. On va faire une petite pause, le temps de faire une petite transition aussi, donner le temps aussi au docteur Séverin de prendre un peu l'air, un peu le souffle. Merci beaucoup pour ça. Et après, on reviendra pour continuer avec le grand débat qu'on a encore aujourd'hui, dans lequel il pourra même encore contribuer en tant que tuteur. Donc, il est encore là. Donc, voilà, il ne part pas. Donc, on est tous là encore, il est encore là. Nous sommes là. Et on va en profiter. Mais donnons le temps un peu de revenir un peu. Ça fait déjà à peu près 2h30 à 3h. Donc, voilà. On y va à la dernière. Bonsoir, docteur Séverin. Bonsoir. Votre projet déjà fait mettre du vœu de mettre notre intelligence anti-collision au service des populations africaines. Et dans votre présentation, vous avez dit qu'il y a un seuil critique, que l'application doit être téléchargée ou alors utilisée. Pour pouvoir mettre ou alors révéler cette technologie-là. La question c'est quel est ce seuil critique? 1 million d'utilisateurs, 1 million 500 000, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? Ah oui, bien sûr, je l'ai donné déjà chaque fois dans les médias, je l'ai donné plusieurs fois. Voilà, c'est 100 millions d'utilisateurs. Le chiffre, c'est 100 millions. À 100 millions, vous l'avez, voilà, ça s'active pour tout le monde. 100 millions. Pourquoi? Parce que c'est une masse critique au niveau de nos algorithmes en fait, d'intelligence artificielle qui travaillent au niveau global en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, vous n'avez pas besoin, c'est des algorithmes prédictifs. En fait, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est de façon simple. Alors, parce que c'est mon domaine, puisque je suis... Voilà, mon piège dit, c'est en robotique et intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment ce que je fais depuis 30 ans. Je ne fais pas autre chose. En fait, pour faire simple, l'intelligence artificielle, moi, la manière que je l'ai expliqué à ma fille, ma petite fille, quelqu'un m'a toujours demandé ce que c'est. Je lui dis, en fait, c'est l'astrologie. Il lui dit, tu sais, tu entends, tu vois, l'horoscope, l'astrologie. En fait, c'est ce que je fais. C'est prédire l'avenir.
en fonction des données que j'ai du passé et du présent, j'arrive à prédire ce qui va se passer, soit dans un très court terme, par exemple l'anticollision, ça sera dans les 10, 15, 20, 30 secondes qui arrivent, ou dans l'heure qui arrive, ou des prédictions plus longues. Mais c'est ça, en fait, l'IA. Globalement, ça tourne autour de ça. Et quand vous regardez ChatGPT, par exemple, aujourd'hui, c'est un réseau de neurones, mais dont l'application est très bête. Hein. C'est ce qu'on appelle l'IA générative. C'est simplement de dire que quand on prend une succession de... Je prends un mot, par exemple, quelle est la probabilité forte d'avoir le prochain mot? Donc c'est un peu comme si... Vous savez, vous avez déjà eu, par exemple, dans une famille, des gens on dit souvent « Ah, ben, tu radotes, tu radotes, tu radotes ». Ça veut dire que c'est des gens qui, quand ils sont à parler, on peut quasiment prédire ça, la prochaine phrase, le prochain mot. Mais quand vous faites ça, vous faites de l'IA générative, c'est ça, simplement. C'est pas compliqué. Vous prédisez le prochain mot. Et ChatGPT, c'est ce qu'il fait. À chaque mot, on prédit le prochain, ce qui fait qu'on arrive à vous générer en fait un texte, quelque chose qui vous paraît intelligent. Non, c'est pas intelligent, c'est juste... C'est pas intelligent. En fait, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça l'IA. Donc, l'anticollision, oui, c'est un peu ce genre de choses à des échelles où il faut beaucoup de données, en fait, au niveau de la planète, au niveau des routes. Donc, pour éviter la collision entre deux voitures, entre la route sur Yaoundé-Douala, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les données de ces deux véhicules uniquement. J'ai besoin d'avoir aussi des données de beaucoup de véhicules qui sont passés là avant eux. Et avec leur comportement, on a beaucoup d'informations. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai dans un smartphone. J'ai fait une conférence, la même qu'aujourd'hui, au lycée Leclerc à Yaoundé, il y a cela 2 mois. J'expliquais aux jeunes du lycée Leclerc, je parlais des 12 capteurs que je leur ai cités, tous les capteurs qui sont là-dedans, et qui sont ceux dont, effectivement, nous utilisons, y compris dans l'industrie, mais à des échelles plus adaptées, pas intégrées ainsi, pour faire de l'anticollision. Tout se trouve là-dedans, de façon miniaturisée. Et c'est ça que je vais tout simplement leverage, excusez-moi, que je vais utiliser pour le rendre au grand public. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait à peu près une masse critique d'à peu près 100 millions de smartphones en fait, qui travaillent un peu partout dans tous nos en fait, data centers pour avoir un premier niveau de précision acceptable et intéressante pour les utilisateurs. Voilà. Avant ce moment, on ne le libère pas parce que ça ne sera pas pertinent. C'est un peu, vous voyez, pourquoi ChatGPT est sorti maintenant? Normalement, ce n'était pas prévu pour maintenant. Parce que c'est une start-up qui a pris un risque. Vous avez remarqué qu'en fait, Google avait Bard, il y avait tous longs, en fait, les GAFAM. Mais pourquoi? Parce que chacun disait, mais ce n'est pas encore le moment. En fait, les GAFAM, comme ils ont une responsabilité, parce que c'est normal, ils sont audités, il y a le Sénat, le Congrès, etc. Ils ne peuvent pas décider n'importe quoi, n'importe comment. Et ils ont le cours en bourse, qui est un problème. Quand on est en bourse, on fait attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on... Donc, une boîte comme Google ne peut pas, avant de sortir son IA générative au public, ils l'ont depuis des années, mais ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'il y a des risques. Si ça ne marche pas bien, on peut couler l'entreprise en bourse à cause d'une telle chose. La preuve, vous avez vu, quand ils ont sorti BART, ils ont fait juste dans une démo, une erreur. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La démo qui a coûté 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Une démo, une erreur. Le coût acheté de 10 milliards. Vous savez. Donc, c'est... non, pardon, 100 milliards. Excusez-moi, 100 milliards de dollars. Pas 10 milliards. 100 milliards. C'est sur le coup, ils ont perdu 10%. C'est-à-dire 100 milliards de dollars. Sur 1 trillion, ils ont perdu 100 milliards. C'est énorme. Mais à cause d'une démo qui a raté. ChatGPT, il n'a pas ce problème. OpenAI, c'est une start-up. La start-up peut prendre des risques. Ça plante, on y va, on recommence. Voilà pourquoi c'est sorti plus tôt. Là, maintenant. Ça ne devait pas sortir. Mais le consortium, ils ont agi, les Bill Gates, etc., ont agi via OpenAI pour qu'elle puisse libérer, en fait.
Et là, maintenant, vous voyez, tout le monde en parle, mais ce n'était pas prévu dans l'agenda tout de suite. Parce que, ça pose des problèmes éthiques qui ne sont pas encore résolus. Et on n'était pas sûr que ça marcherait. Et là, le problème, l'anticollision, c'est pareil. Donc, nous, à mon niveau, c'est à 100 millions d'utilisateurs. Mais j'aurais pu dire, non, faisons-le plutôt, peut-être à 50 millions, c'est un risque. Non, je n'ai pas besoin de prendre ce risque. Parce que je le fais, je l'apporte au grand public. Je ne l'amène pas à l'industrie. Les industriels ont mon anticollision jusqu'à là, ils l'utilisent. Et dans Kezan, dans le Smart Site, dans quelques mois, ils auront l'anticollision de nouveau sur la plateforme. Mais pour les industriels qui ont l'habitude de l'anticollision, etc., eux, ils payent pour ça, c'est leur job. Mais le grand public, j'attends le moment qu'il faut pour fournir, en fait, cela. Et c'est quand on sera 100 millions. Mais 100 millions, ce n'est pas loin. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas loin. Raison suivante. À partir du... nous avons l'objectif qui est connu, qui est officiel, puisque c'est connu par nos venture capital qui arrivent. Pourquoi ils investissent 150 millions de dollars? Parce que Kezan on s'est donné comme objectif, très réaliste, de 50 millions d'utilisateurs, en fait, en fin 2024. On aura 50 millions d'utilisateurs. Et là, vous ouvrez les grands yeux. Mais ce n'est pas grand-chose, je vous explique. C'est normal. Vous allez me dire, mais attendez, de quoi il parle? Alors maintenant, je vais vous expliquer. J'insiste là-dessus. Et c'est comme ça que j'aimerais, quand je parle notamment à nos startups en Afrique, qu'elles comprennent. Parce qu'en Afrique, elles ont ces potentiels de le faire. Mais extraordinaire. Mais elles ne sont pas conscientes. Parce que les gens se disent que c'est beaucoup. Non, allez prendre des KPI. Je vous ai parlé de quoi au début de ces conférences? Le fameux recul, vous vous rappelez? Le recul. On a le recul comment? Par des datas, par les données. Pas par son cerveau. Le cerveau n'arrive pas à comprendre ces choses. Moi, c'est pareil. 50 millions, waouh, c'est beaucoup. Maintenant, calmons-nous. Je prends le recul. Allez prendre Facebook. Prenez l'historique, c'est sous Google, c'est officiel. Allez prendre Facebook, historique depuis le début. Il s'avère, et vous allez me dire, d'où vient cette coïncidence? Écoutez ce que vous dites. Facebook commence, première année, 0 utilisateur. Un an après, qu'ils ont eu la série A, boum, 50 millions. Ils passent de quelques centaines de milliers, c'était Facebook, 50 millions. Puis, 50% tous les ans, jusqu'en 2000, jusqu'au Covid, tous les ans pendant 15 ans. 50%, 50%, 50%, 50%, ils ont atteint, vous comptez par 13, ils ont atteint 2,5 milliards. Prenez Snapchat, vous êtes bluffé. Il démarre, presque pas chose. Série A, 1 an, 50 millions. Même chiffre. Vous prenez, là je parle de Snapchat, vous prenez Instagram, vous prenez WeChat, parlons WeChat en Chine. Allez voir les chiffres. Premier bloc, après la levée, 50 millions. Puis, tous les ans. TikTok, c'est l'exception, qui démarre avec aussi son saut à 50 millions, mais ce n'est pas 50%. C'est une accélération. Pourquoi? Parce que TikTok a bénéficié, en fait, des réseaux sociaux des autres, qui existent déjà, pour se rendre viral. Et puis, on parle des algorithmes, etc. Eux, la croissance était plus rapide. Mais le départ a toujours été le premier bond, 50 millions. En fait, on appelle ça l'effet FOMO. L'effet FOMO, c'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme un trader qui... C'est la peur, fear of missing, c'est-à-dire c'est la peur de manquer quelque chose. C'est-à-dire, quand une entreprise a sa série A, et vous allez le voir, ça va se passer pour Kezan, et ça se passe pour toutes les startups. Toutes. Quand vous avez votre série A, vous avez un zoom médiatique qui est sur l'entreprise. C'est normal, parce que ça va être, la SEC prend la décision, c'est publié, donc la SEC, ça dit qu'il y a une sécurité. Donc, tout de suite, Bloomberg doit annoncer la levée de fonds de Kezan, CNN va l'annoncer, tous les médias. On n'a pas le choix.
parce que c'est l'information publique. Ils sont obligés de le faire. On n'a pas le droit de le cacher, parce que ce sont des venture capital. Ça doit être publié, public. On ne peut pas se cacher, donc ils doivent le publier. Donc, on publie toutes ces choses, ça crée toute une information autour. Donc, forcément, que font les utilisateurs? Les utilisateurs se ruent, en fait, à des téléchargements. C'est même pas dit que peut-être après les 1 an, vous allez retenir. Si vous avez une mauvaise application, ça va aussi disparaître comme c'est venu. Beaucoup ont disparu comme ça. Mais si l'application tient la route, non. Mais vous êtes parti pour la croissance, ce qui est normal. Donc, ce chiffre de 50 millions, en fait, ne soyez pas effrayés. En fait, c'est un chiffre naturel, normal, qui font partie de ce qu'on appelle les best practices. Ça fait partie des KPI dans ce domaine d'application. C'est tout à fait normal. C'est pas grand-chose. 50 millions, si vous faites des calculs, pour quelque chose de viral, ça va très vite. Voilà. Merci beaucoup. De rien.